Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel où chaque semaine je vous partage des trucs, des astuces, des techniques, des conseils, des solutions qui bousculent les idées reçues et qui favorisent votre changement. Je suis Christophe Baïs, votre coach préféré. Je suis notamment spécialisé dans l'approche neurocognitive et comportementale, une approche issue des neurosciences et qui fait ses preuves depuis plus de 32 ans maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous proposer d'aborder un sujet qui concerne énormément de gens. Comment faire pour s'épanouir pleinement dans sa vie ? Comment faire pour retrouver davantage de plaisir, de motivation, de paix d'esprit et d'harmonie ? On en parle tout de suite après ce petit jingle. Alors bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et effectivement, que celui qui n'a jamais connu des périodes de stress, d'angoisse, me jette la première pierre. Effectivement, parfois on a également du mal simplement à trouver notre juste place, que ce soit dans notre vie professionnelle ou que ce soit dans notre vie personnelle. Et dans cet épisode, on va explorer les différentes façons dont nous pouvons reprendre la main, dont nous pouvons reprendre le contrôle de notre vie et de notre destinée, dans la façon dont nous pouvons retrouver un équilibre. Et quand je dis retrouver un équilibre, implicitement, ça veut dire qu'il y a un moment donné où on a perdu l'équilibre. Et pourquoi est-ce qu'on perd l'équilibre ? Dans l'immense majorité des cas, c'est qu'on a un manque de retour sur soi. Alors ça peut paraître trivial, ce manque de retour sur soi. Pourquoi est-ce qu'on manque de retour sur soi ? Simplement parce qu'aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour occuper notre attention. Les GAFAM dépensent des milliards quotidiennement et chaque année pour accaparer notre temps de cerveau, notre temps d'attention. Les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et effectivement, tout est mis en œuvre pour attirer notre attention. Pourquoi s'agit-il d'attirer notre attention ? Non seulement parce que lorsque notre esprit est accaparé par quelque chose, on n'est pas en train de penser à autre chose. Et puis que le fait de nous maintenir sur les réseaux sociaux, d'attirer cette attention, ça permet ensuite de placer des publicités qui vont tout à coup, de manière subliminale, conduire votre main vers votre portefeuille et puis acheter des biens et des services dans la société de consommation et consumériste dans laquelle nous vivons. Et en fait, il suffit simplement de lever le nez de son téléphone quand on est en ville, quand on voyage en bus, dans les trains, en avion, même maintenant quand les gens marchent dans la rue, on en voit de plus en plus qui sont avec le nez collé sur leur téléphone, avec cette phobie qu'on appelle les FOMO, donc Fear of Missing Out, donc la peur de manquer quelque chose qui pourrait tout à coup faire en sorte que notre journée soit complètement pourrie. Donc c'est complètement un truc qui est complètement inconscient, et je l'ai déjà dit des centaines de fois, mais il faut comprendre que notre cerveau, par économie d'énergie, ne peut pas maintenir une attention de chaque instant. C'est la raison pour laquelle il automatise ses comportements et que dans 95% de nos comportements dans notre journée, nous agissons en dessous du seuil de conscience. Dans toutes les situations qui sont connues, qui sont peu complexes, notre cerveau a mis en place les mécanismes qui ne nécessitent aucune conscience de notre part pour pouvoir les mener à bien. Et en fait, tous ces réseaux sociaux ont été conçus dans un seul but, celui de créer une accoutumance par la reconnaissance sociale, le fait d'obtenir des likes, un certain nombre de vues, des commentaires. Le cerveau va se sentir gratifié et il va y avoir une décharge de dopamine, la dopamine étant cette hormone, cette molécule du plaisir, et qu'effectivement, plus on va avoir de dopamine, et puis plus on va avoir un sentiment de bien-être, et que plus j'en ai, plus j'en veux, et que ça va influer nos comportements, puisque le cerveau va tout mettre en œuvre finalement pour reproduire les conditions de ce sentiment de bien-être. Alors tout cela, évidemment, est générateur de stress. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est dans une société frénétique de métro, boulot, dodo, où il s'agit effectivement, jour après jour, de refaire les mêmes actions et les mêmes choses. Alors le stress est une réponse naturelle du corps à une situation difficile ou inattendue. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que le cerveau perçoit un risque ou un danger, ou en tout cas ce qu'il interprète
comme un risque ou un danger, eh bien, ça va générer un stress, petite lumière rouge qui va s'allumer dans le cerveau, warning, 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 avec les clignotants. Et puis, eh bien, le stress, le problème du stress, c'est que non seulement, eh bien, il peut avoir des effets négatifs sur notre santé physique, mais également mentale. Sur la santé physique, ça veut dire que on va pouvoir avoir tout à coup des douleurs physiques, des troubles digestifs, insomnie, fatigue, etc. Puis au niveau mental, eh bien, entraîner de l'anxiété, dépression, burn-out, et que c'est super important, en conséquence, eh bien, d'apprendre à calmer ce stress pour pouvoir notamment mieux fonctionner, parce que le stress, l'une des fonctions délétères du stress, c'est qu'il nous empêche d'avoir accès à tout notre potentiel intellectuel. Un cerveau stressé perd en plus de 30% de ses capacités cognitives et de sa faculté à réfléchir, et que le stress va générer en fait des comportements automatiques, stéréotypés, inconscients, qui sont de trois natures. J'en ai déjà parlé à moult reprises, mais je vais les rappeler pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Le stress va générer trois types de comportements automatiques, stéréotypés, inconscients, que sont la fuite, la lutte ou bien l'inhibition de l'action. Derrière chacun de ces comportements, il existe une émotion. Quand on est dans la fuite, c'est que le stress génère une émotion de peur. On va tout faire pour essayer de s'enfuir. Quand on est dans une dynamique de lutte, eh bien, c'est la colère. On va se battre pour sa survie. Et quand on est dans une dynamique d'inhibition de l'action, eh bien, c'est le découragement, c'est la démotivation, c'est « oh là là, j'en peux plus, à quoi bon, de toute façon, on va tous mourir ». Et qu'effectivement, eh bien, ça va être super important justement d'apprendre, d'avoir des outils, d'acquérir ces outils pour pouvoir nous sortir de ces dynamiques automatiques. Donc d'abord d'apprendre à gérer, à calmer ce stress pour pouvoir ensuite sortir de ces dynamiques automatiques et de pouvoir apprendre à reconnecter avec la partie de notre cerveau qui est capable de faire preuve de créativité, de trouver des solutions face aux défis, face aux situations, face au contexte ou à l'adversité dans notre vie, et que c'est véritablement lui le magicien, et que si j'empêche par ce stress d'avoir accès à cette partie de mon cerveau, eh bien fatalement, je fais un petit peu comme une poule sans tête, je cours un petit peu dans toutes les directions. Ceci pour poser un petit peu le contexte. Donc, ce qui nous empêche finalement de nous épanouir dans notre vie, eh bien, c'est le fait que nous sommes sans arrêt en train de courir. Il faut vite faire les choses, vite aller ici, vite aller là-bas. Une majorité de gens aujourd'hui sont tout le temps dans la course. On ne sait pas après quoi ils courent, puisque de toute façon, on arrivera ensemble au 31 décembre. Et que la première étape pour pouvoir retrouver l'harmonie, pour pouvoir s'épanouir dans sa vie, bien, la toute première étape, c'est de prendre du temps pour soi. Et là, eh bien, j'en entends certains dire « ouais, mais moi, j'ai pas le temps ». Et du reste, c'est la première excuse que j'entends quotidiennement. « J'ai pas le temps ». Alors, il faut juste comprendre que le temps, c'est pas quelque chose qu'on a, mais le temps, c'est quelque chose qu'on prend. Chaque matin, quand on se réveille, on a tous à notre disposition le même nombre, le même capital de minutes et de secondes dans notre journée. Après, ça va être une question de choix de consommation. Comment est-ce que je décide d'allouer mon temps dans ma journée pour pouvoir faire ce que je veux ? Si je me laisse déborder par les besoins, les désirs des autres, et que je ne m'écoute jamais, si je ne décide pas, si je ne choisis pas de prendre du temps pour moi, dans ce rythme frénétique qui est le nôtre, il est absolument impossible que tout à coup, comme par magie, le temps soit extensible, ou que le temps nécessaire finalement à votre bon développement se présente de lui-même. Donc c'est véritablement en conscience, quelque chose que je dis, ok, je prends mon agenda et je dis, ok, aujourd'hui, je m'accorde telle plage de temps, cette semaine, je m'accorde telle plage de temps, et si je ne l'ai pas décidé, si je ne l'ai pas planifié, eh bien, vous allez voir que fatalement, vous allez faire autre chose, parce que tout à coup, ok, j'ai un petit moment pour moi, et au lieu de le prendre, de le mettre à disposition de mon développement personnel, eh bien, je le prends pour aller surfer sur les réseaux sociaux, pour me distraire, etc. Très rapidement, on se rend compte que finalement, les minutes ont passé, les heures ont passé, parfois même les journées ou les week-ends ont passé à finalement aller scroller sur les réseaux sociaux, et que à la fin de mon week-end, quand je fais le bilan, j'ai pas fait grand-chose. Et c'est vrai que ça peut sembler difficile, surtout aujourd'hui si vous êtes débordé par votre travail, si vous êtes débordé
dans vos responsabilités professionnelles ou familiales, mais c'est important de prendre conscience que le temps qui vous est dévolu vous appartient, que votre temps n'est pas moins important que celui des autres, et que c'est super important de planifier, de prendre la décision de prendre des pauses régulières pour vous ressourcer ou pour faire des activités qui vous permettent de vous ressourcer, qui vous permettent de vous mettre en énergie haute. Et ça peut être aussi simple que de faire une promenade rapide, de faire le tour du pâté de maison, de prendre une douche relaxante ou d'écouter de la musique inspirante ou de s'asseoir un moment sur sa chaise, de respirer ou sur son canapé ou que sais-je, disons, mais simplement tout à coup, eh bien, simplement prendre ce temps de reconnecter à soi. Et pour illustrer mon propos, j'aimerais vous conter l'anecdote de cet aventurier que vous connaissez peut-être qui s'appelle Franck Bruno, un aventurier français, corse plus précisément, qui a la particularité d'être unijambiste. Il a perdu une jambe, donc c'est un petit peu l'instar de Mike Horn. Il fait des aventures extrêmes dans la nature. Et j'ai eu la chance d'assister à une de ses conférences qui était absolument inspirante. Et il expliquait, l'un des points de sa conférence, il disait, quand je fais mes conférences, je suis interpellé par des jeunes qui me demandent mais comment est-ce qu'on fait pour devenir aventurier ? Et en fait, il disait qu'il leur répondait de la manière suivante, il disait mais en fait l'aventure elle est partout, l'aventure elle est dès le moment où tu ouvres la porte de chez toi, dès le moment où tu sors, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour devenir un aventurier, mais l'aventure elle commence d'abord et avant tout chez toi, et quand tu vas rentrer ce soir à la maison, eh bien ce que je veux que tu fasses c'est que tu poses ta Game Boy, à l'époque il y avait encore des Game Boy, mais simplement que tu débranches ta télévision, ta radio, ta musique, enfin toute source de distraction, et que tu t'asseyes simplement sur ton lit et que tu restes comme ça pendant 1 heure face à toi-même. Et l'aventure, elle commence déjà là, c'est-à-dire au moment où je me reconnecte par rapport à moi, peut-être l'occasion de faire un bilan de sa journée, un bilan de sa semaine, un bilan de sa vie, peut-être l'occasion de réfléchir à comment est-ce que je me sens maintenant, d'accord ? Qu'est-ce que ça dit de moi et de ma situation ? Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je me sens pas bien ? Est-ce que je me sens calme ? Est-ce que je me sens stressé ? Qu'est-ce que je veux pour moi, pour mon futur proche, pour mon futur à moyen terme, à long terme ? Et effectivement, si j'ai jamais cette plage de temps à ma disposition pour pouvoir venir reconnecter à cette personne que je suis, à ce que je veux, à mes aspirations, il est évident qu'à aucun moment, vous n'allez pouvoir... le plan ne va pas tomber du ciel pour vous permettre de vous réaliser pleinement dans cette personne que vous êtes profondément. Donc, se dégager du temps, c'est la toute première étape à mettre en œuvre pour pouvoir finalement améliorer son ressenti, sa qualité d'être et sa qualité de vie. La deuxième étape qui est essentielle, c'est de trouver un sens à ses actions. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se plaignent d'avoir perdu le sens dans leur activité ou dans leur vie, qui vont au travail en disant « ouais, j'en ai marre de ce job, ça n'a aucun sens, etc. » Et il est évident que une question essentielle à se poser, c'est pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire ? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous êtes en train de faire ? Et si vous ne trouvez pas de sens à ce que vous faites, c'est une évidence que ça va être très difficile de rester motivé pour se lever le matin, pour aller faire cette activité, pour arriver à la fin de sa journée. Ça va être atroce. Pourquoi ? Parce que d'un coup, ça n'a aucun sens. Si mon activité consiste quotidiennement à rebaucher les trous que d'autres creusent quotidiennement eux aussi, que je fais un job où finalement... je ne comprends pas à quoi ça sert, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, je fais des rapports toute la journée qui ne seront lus par personne, etc. etc. Il y a un moment donné où on se dit, effectivement, est-ce que ça a véritablement du sens ? Et si le sens, c'est quelque chose d'essentiel, pourquoi ? Parce que le sens a déjà plusieurs significations. Le sens, ça donne une direction à sa vie. Si je vais de Paris à Genève ou de Genève à Paris, je ne vais pas dans la même direction, donc ce n'est pas le même sens. Donc le sens, c'est finalement la boussole qui vous permet de vous diriger vers ce qui est bon pour vous. Si vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, ça va être... vous allez tourner en rond, vous ne savez pas où vous allez, donc effectivement, ça va être compliqué. Le sens, c'est aussi sous la signification. Qu'est-ce que ça signifie pour moi de faire ce que je fais ?
D'accord? Qu'est-ce que j'attache comme signification à mon activité? Qu'est-ce que ça donne comme, comme but à ma vie, quelque part? Et puis le sens, c'est aussi le ressenti. Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment est-ce que ça me nourrit au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui me nourrit ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui me met dans la difficulté, la pénibilité, dans la démotivation, le désengagement? J'en ai pas envie, c'est terrible. Et qu'à partir de là, eh bien, dès le moment où je peux retrouver un sens à mes actions, où je peux mettre en fait en exergue le fait que ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire, eh bien, il va s'agir d'agir, de mettre en place, de faire quelque chose pour pouvoir transformer cette situation, faute de quoi, eh bien, il est évident que si je ne fais rien, rien ne changera. Plus je fais de la même chose, plus j'obtiens du même résultat, et c'est une évidence. Et pour pouvoir donner ou redonner du sens, ou trouver ou retrouver du sens à sa vie ou à ses actions ou à son travail, eh bien, on ne peut pas faire l'économie de venir faire un travail d'introspection, de compréhension de soi-même, de conscientisation de la personne que nous sommes vraiment. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ce sens va être directement lié à nos besoins et à nos valeurs. Donc mes besoins, quels sont mes besoins psychologiques fondamentaux? Qu'est-ce que je dois venir nourrir chez moi pour être heureux, pour être plus heureux, pour améliorer ma qualité de vie, ma qualité d'être et ma vie de manière générale, mais aussi quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs cardinales qui gouvernent ma vie, les 10-15 valeurs cardinales qui gouvernent ma vie. Et je l'ai déjà dit dans d'autres capsules, mais effectivement, eh bien, quand je pose ces questions aux personnes que j'accompagne, eh bien, très souvent, la personne dit non, mais je suis au clair avec ça, il n'y a pas de problème. Et puis je dis ok, ben d'accord, est-ce que tu peux me nommer tes 15 valeurs cardinales? Et puis la personne, tout à coup, est bien empruntée pour le faire. Ou quels sont tes besoins fondamentaux? Puis la personne est bien empruntée pour le faire. Et ça, c'est le plus gros problème. C'est un petit peu comme tout le monde sait finalement ce qu'il faut faire pour être en forme. Il faut avoir une bonne alimentation, un bon sommeil, y aller mollo sur la bouteille, arrêter de fumer, etc., etc. Et que pourtant, tout le monde sait ces choses-là, bien manger, des choses bio, et ce genre de choses. Tout le monde sait ces choses-là, mais finalement, personne ne les met en œuvre. Et pourquoi personne ne les met en œuvre? Simplement parce que tout à coup, on n'a pas les outils, on n'a pas la technique, on n'a pas la compréhension de comment est-ce que je pourrais faire pour pouvoir transformer ma situation. Et c'est une situation qu'on va retrouver dans son monde professionnel, qu'on va retrouver dans ses relations sentimentales, amicales, etc. La majorité du temps, les gens n'ont même pas conscience des besoins fondamentaux qui sont les leurs. Comme ils n'en ont pas conscience, quand je parle des besoins et des valeurs qui sont les leurs, donc qui vont tout à coup les mettre en réaction, qui vont générer des émotions ou des ressentis pénibles, donc ils n'arrivent pas à conscientiser le pourquoi, qu'est-ce qui se joue en toile de fond et qui vient générer ça chez moi. Comme j'en ai pas conscience, eh bien je n'arrive pas à le verbaliser, et comme je n'ai pas cette conscience de moi-même, eh bien j'ai de la difficulté à avoir la conscience des besoins de l'autre, à pouvoir le rejoindre finalement dans sa carte du monde, sur son terrain, pour pouvoir créer finalement de l'harmonie. Et c'est la raison pour laquelle identifier nos valeurs, nos besoins est si importante, parce que c'est ce qui va nous permettre de déterminer ce qui est important pour nous, quelles sont nos convictions, quels sont nos principes, et qu'en ayant cette conscience de nos valeurs, de nos besoins, eh bien, on va pouvoir orienter nos actions vers des objectifs qui sont alignés avec cette personne que nous sommes profondément, qui font sens pour nous, et que c'est ça qui va finalement, in fine, nous apporter un sentiment de but, une satisfaction, un sentiment d'épanouissement, parce que tout à coup, nous savons que nous agissons dans la direction de ce qui vient nous nourrir et de ce qui est bon pour nous. Alors, dit comme ça peut paraître simple, et effectivement, je pense que vous comprenez ce que je vous partage. Et le gros problème qu'on va avoir, c'est que les gens, très souvent, ne savent pas par où commencer. Alors, bien entendu, qu'il existe toujours la bonne vieille solution d'aller dans une bibliothèque ou bien d'acheter un bouquin, etc. Gros problème de ça, c'est que très souvent, les gens s'arrêtent à une compréhension intellectuelle et n'arrivent pas à mettre en pratique, n'arrivent pas à implémenter ces nouvelles connaissances dans leur day-to-day. Je l'ai déjà dit, mais effectivement, donc il y a entre la personne que je suis aujourd'hui et puis la personne à laquelle j'aspire, entre le moi actuel et puis le moi désiré, eh bien, la personne que je suis aujourd'hui, finalement, c'est la somme de mes pensées, la somme de mes expériences, de mon discours intérieur, la somme des habitudes que j'ai
choisi d'adopter, qui vont générer in fine mes comportements et qui vont donner les résultats que j'ai aujourd'hui. Et puis que si j'ai envie de devenir cette meilleure version de moi, ce moi 2.0 ou 3.0 aujourd'hui, eh bien ça implique nécessairement qu'il va falloir que je mette en place un nouveau discours intérieur, que j'adopte un nouveau système de pensée, un nouveau mindset qui me permette d'adopter de nouvelles habitudes, de choisir, de décider de mettre en place de nouvelles habitudes. Ces nouvelles habitudes vont mettre en place de nouveaux comportements qui vont m'apporter de nouveaux résultats. Mais que, c'est ce que disait Albert Einstein à très juste titre, il disait qu'aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Et ça veut dire qu'effectivement, je ne peux pas transformer mon problème tout seul. Ça va nécessiter une intervention extérieure, une prise de conscience, et que dans l'immense majorité des cas, eh bien, la prise de conscience n'est possible que si tout à coup, vous avez une personne qui vous tend un miroir, qui vous permet de regarder dans les angles morts de notre psychologie, de votre psychologie. On a toutes et tous des angles morts, des choses qu'on ne voit pas. On va peut-être percevoir chez l'autre, mais en tout cas, chez nous, on va pas le percevoir. Et si on était capable de le percevoir, eh bien personne n'aurait aucun problème. On serait toutes et tous capables de voir immédiatement où est-ce que ça coince, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir transformer ça, et puis de résoudre nos problèmes tous. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, je pense que c'est bénéfique de se faire accompagner dans ce processus. Et c'est du reste que je fais dans mon quotidien avec mes clients. Puisque je vous le disais en introduction que je suis spécialiste en approche neurocognitive et comportementale, une approche qui est scientifiquement validée, qui fait ses preuves depuis plus de 32 ans, donc qui a transformé radicalement mes séances de coaching, parce que c'est grâce à cette approche que j'arrive aujourd'hui à identifier immédiatement quelle est la zone du cerveau qui est sollicitée dans une situation donnée, que ça me permet de comprendre quel est le programme qui a mis la main sur la neurologie de la personne. La personne va pouvoir tout à coup comprendre ce qui est en train de se produire en toile de fond et ce qui génère son comportement. Puis on va travailler là-dessus avec des outils spécifiques et c'est une approche qui permet notamment d'identifier les valeurs, d'identifier les besoins qui sont les plus importants pour soi. Quand on parle de valeurs, on parle aussi d'anti-valeurs. Donc j'aime quelque chose et il y a une polarité en toute chose, donc le jour et la nuit, la marée montante, la marée descendante, il y a toujours des avantages et des inconvénients, du bien et du mal, etc. Et quand on a une valeur, il y a des anti-valeurs, c'est-à-dire que ça va être des irritants dans notre vie, ça va être des choses qui vont nous mettre en réaction. Pourquoi est-ce que je rentre en réaction dans telle ou telle situation ? Pourquoi est-ce que je rentre en réaction face à telle ou telle personne, face à tel ou tel comportement, face à tel discours ? Pourquoi est-ce que je me retrouve tout à coup dans l'émotionnel ? Qu'est-ce qui se joue finalement en toile de fond ? Pourquoi est-ce que je rentre en résonance ? Et effectivement, ce sont précisément toutes ces choses-là qui viennent nous limiter dans notre quotidien, des choses qu'on ne comprend pas parce qu'elles se déroulent en dessous de notre seuil de conscience, et qu'une fois qu'on a commencé à conscientiser ça, ça permet de comprendre comment est-ce que vous pouvez agir sur les situations douloureuses de votre vie, comment est-ce que vous pouvez intégrer vos valeurs cardinales, ces valeurs qui gouvernent votre vie dans votre vie professionnelle ou personnelle, comment est-ce que vous pouvez venir nourrir vos besoins fondamentaux pour pouvoir améliorer votre ressenti, votre bien-être, et que c'est un véritable game changer, comme je le disais. Et je pense que, en résumé, se faire accompagner par un professionnel, de l'accompagnement, c'est s'offrir en fait un cadeau, non seulement dans ce voyage à l'intérieur de soi, mais c'est surtout de gagner un temps précieux pour déclencher les changements qui vont vous permettre de transformer la situation, parce que l'autre alternative, comme je l'ai dit, c'est les rayons de la bibliothèque, ou les formations, on risque de se perdre dans le puits sans fond du développement personnel, parce qu'effectivement, c'est toute la problématique, c'est de pouvoir identifier précisément quoi dans ma situation est générateur de mon problème et de venir travailler sur cette chose-là et pas sur autre chose qui finalement ne va pas transformer la situation. On parle également de pleine conscience pour gérer, comme outil pour gérer le stress. Et effectivement, donc on peut avoir d'excellents résultats avec la pleine conscience. Le seul problème, c'est plutôt qu'avec une pleine conscience, on s'intéresse plutôt aux symptômes du stress, venir calmer le stress, au lieu de s'occuper des causes du stress. Et bien entendu que ces outils sont complémentaires, mais je pense qu'il est toujours salutaire de venir s'intéresser aux causes d'un problème plutôt que de venir en soigner les effets.
Et c'est là que l'approche neurocognitive et comportementale déploie tous ses effets. Je pense personnellement que c'est une approche qui est révolutionnaire, n'ayons pas peur des mots, simplement parce qu'elle permet ça permet de conscientiser nos discours intérieurs, nos croyances limitantes, ce qui nous empêche d'avancer. Et eh bien, cette approche va se concentrer sur l'identification de ces pensées, de ces comportements qui vont être à la source de notre stress, qui vont être générateurs d'anxiété, et puis de proposer des techniques pour modifier, pour remplacer ces comportements par des comportements qui sont plus positifs, qui sont plus constructifs, qui sont plus adaptés, qui sont plus proactifs, de manière à pouvoir agir au lieu de seulement réagir par rapport aux situations de nos vies. Et peut-être que s'il y a une idée force que j'aimerais que vous gardiez de cet épisode, c'est que finalement, c'est vos capacités à prendre conscience d'une problématique, c'est vos capacités à comprendre comment la résoudre et à agir pour la dépasser qui représentent en fait les outils les plus puissants de la planète. Et c'est précisément la raison pour laquelle apprendre à maîtriser, apprendre à orienter votre mental est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Et je ne vais pas vous mentir, il y a des personnes qui vont vous vendre monts et merveilles en prétendant qu'effectivement, en restant couché sur son canapé, puis en faisant de la visualisation, et puis vous allez pouvoir transformer votre vie. De mon expérience, je peux affirmer que ça n'est qu'en vous livrant à votre propre introspection, en venant faire vos devoirs, et en acquérant cette connaissance de soi-même, que vous pouvez apprendre à mieux comprendre vos pensées, vos émotions, à identifier les facteurs de stress qui peuvent nuire à votre vie professionnelle aussi bien que votre vie personnelle. Et c'est précisément ce qui va vous permettre d'acquérir des compétences pour gérer le stress de manière efficace, pour trouver ou retrouver un sens à vos actions, pour comprendre comment marche votre motivation, comment vous pouvez apprendre à la booster, à la générer dans votre quotidien, et que, effectivement, tout cela ne peut se faire sans faire l'effort, finalement, de venir s'asseoir face à soi-même, de venir prendre ce temps pour travailler sur soi, pour pouvoir ensuite disposer des outils qui nous permettront de pouvoir transformer notre vie. Et toutes les personnes qui atteignent leurs objectifs, disposent de cette faculté à pouvoir orienter, maîtriser leur mental en direction de leurs objectifs pour pouvoir s'épanouir pleinement dans leur vie. Et peut-être que le dernier élément que j'aimerais ajouter à cette capsule, c'est que c'est important aussi de se fixer des objectifs qui soient réalistes, qui soient motivants dans sa vie, parce que les objectifs doivent être suffisamment stimulants pour nous motiver, pour vous motiver, mais ils doivent être aussi suffisamment réalistes, réalisables, pour qu'on ne se sente pas découragé par rapport à l'ampleur de la tâche, un petit peu à l'image d'une personne qui veut monter au sommet d'une montagne, et puis elle est tout en bas, elle regarde en haut, elle dit « Oula, mais ça va être... je ne vais pas y arriver », puis quand on fait ce genre de choses, les bras nous tombent, les chaussettes également, on se sent submergé finalement par l'effort qu'il va falloir se fournir pour gravir la montagne. Alors, c'est important justement de disposer de techniques qui vont nous permettre de nous affranchir de ce poids sur nos épaules, de pouvoir nous permettre de faire un petit pas après l'autre pour pouvoir avancer dans la direction choisie, et que ça va être super important d'apprendre à célébrer nos réussites, vos réussites, même les plus petites, pour pouvoir maintenir votre motivation tout au long de ce parcours. Et dans ce processus, je pense que c'est important de rappeler que chacun avance à son propre rythme. Parfois, on n'est pas prêt à entendre certaines choses, ou parfois on n'est pas prêt à venir travailler sur un certain nombre de choses. Moi, ce que je constate très souvent, c'est que dans l'immense majorité des cas, les gens qui décident finalement de passer à l'action, de prendre la responsabilité de leur vie, très souvent le font lorsque la douleur devient insoutenable. On a tellement serré les poings, serré les dents, qu'on dit non, maintenant j'en peux plus, c'est plus possible, ok, il va falloir que je me mette en route. Et le constat que les gens font après coup, c'est que finalement, ils disent mais... comment est-ce que j'ai fait pour tenir tout ce temps-là, alors qu'en fait, je me rends compte aujourd'hui que ça venait d'ici ou de là, et que finalement, j'aurais pu changer, transformer cette situation il y a déjà des années, et pourtant, je ne l'ai pas fait. Malheureusement, c'est comme ça que l'être humain marche. Très souvent, il doit attendre que le caillou qui se trouve dans sa chaussure lui fasse suffisamment mal pour le décider finalement aller consulter quelqu'un. Et puis, on aurait pu effectivement simplement travailler ensemble, résoudre ces problématiques beaucoup plus rapidement.
En tout état de cause, il n'y a pas de solution miracle ou de réponse unique pour tout le monde. Moi, c'est la raison pour laquelle je travaille en one-to-one, parce que j'estime qu'effectivement, travailler, on a des personnes qui font des salles combles sur le développement personnel. Moi, je pars du principe qu'effectivement, on a tous des problématiques qui nous sont propres, par rapport à un parcours de vie, par rapport, et que c'est un travail finalement plus de chirurgien que d'épandage à large échelle, même si effectivement ça peut être tout à fait aidant pour certaines personnes. Mais je pense qu'en travaillant avec un professionnel de l'accompagnement, que ce soit moi ou un autre, j'entends, il n'y a aucun souci par rapport à ça, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement, et puis véritablement venir travailler sur quoi dans votre parcours nécessite finalement le changement. En résumé, c'est tout à fait possible de retrouver la sérénité, l'harmonie, la paix d'esprit, de s'épanouir pleinement dans sa vie, en redonnant du sens à ses actions, en retrouvant sa motivation dans son quotidien. Mais, parce qu'il y a effectivement un mais, ça nécessite, on ne va pas se mentir, un engagement envers soi-même. Ça nécessite un travail sur soi en profondeur. C'est pas moi qui l'invente. Socrate le disait déjà 500 ans avant Jésus-Christ. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et pour Socrate, une personne qui ne s'était pas livrée à son introspection vivait simplement une vie qui ne méritait pas d'être vécue. C'est ce que lui-même disait. Et effectivement, ce qui va vous permettre d'acquérir cette connaissance de soi, c'est de travailler avec un professionnel de l'accompagnement, moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, et que vous pouvez acquérir ces compétences. Il va vous donner les outils nécessaires pour pouvoir venir agir sur ces situations, pour pouvoir transformer votre quotidien. Alors, n'hésitez pas à me contacter si d'aventure vous souhaitez en discuter de vive voix. Vous pouvez réserver directement sur mon site un appel découverte qui est totalement gratuit, qui est sans engagement ni de ma part ni de la vôtre. Un appel au cours duquel vous pourrez discuter de vive voix et m'exposer votre situation. Je vous dirai si d'aventure je peux faire quelque chose pour vous aider, pour vous accompagner vers l'atteinte de votre objectif ou pas. Je vous le dirai en toute transparence. Si je ne suis pas la bonne personne, il n'y a aucun souci, je vous le mentionnerai. Et puis, sachez simplement, vous repartirez les idées beaucoup plus claires par rapport aux options qui sont les vôtres pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie. Alors, si vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaitez soutenir mon travail, c'est le moment de le rétribuer par un petit like sur cette plateforme. Je vous en sais gré d'avance. Et puis, vous pouvez également me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à transmettre cet épisode ou à le forwarder sur vos réseaux ou auprès de vos proches. On ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un quelque part. Une bonne action n'est jamais perdue. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de vous accorder du temps. C'est tout pour aujourd'hui. Et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis bye tout le monde.